me présente, donc Fabien de la SCOP d'Agrouf. Donc, je suis co-animateur au sein du RMT Agroforesterie qui organise cette journée avec le ministère. Je suis également membre du réseau AFAC Agroforesterie, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, une des premières tâches en fait dans ce RMT, ça avait été de définir ce qu'était l'agroforesterie, en tout cas de définir un peu la typologie des systèmes agroforestiers qu'on rencontre aujourd'hui en France, pour qu'il y ait une bonne adéquation, une bonne cohérence entre les réglementations, les aspects terrain, recherche, pour qu'on puisse un peu parler chaque fois un peu de la même chose, pour bien définir en fait le sujet de l'agroforesterie. Alors déjà en termes historiques, l'agroforesterie était présente en France depuis très très longtemps. On a des traces qui remontent jusqu'au néolithique, pour la petite histoire. Là par exemple on avait une excellente thèse de Stéphanie Thibault en 2005 qui a fait l'analyse des charbons qu'on trouvait dans les grottes de l'Aveyron. Donc des grottes qui avaient hébergé donc, des bergers à l'époque, et qui montrent que déjà les pratiques d'étêtage des frênes étaient quelque chose de très courant. Donc à la sortie des grottes, voilà le type de paysage qu'on pouvait déjà un peu trouver et qui ressemble assez curieusement aux paysages qu'on a notamment en Espagne par exemple. Alors, on connaît un peu plus dans les systèmes anciens les pratiques de noyer et de culture intercalaire qui remontent à l'époque des Romains, les pré-vergers qui sont un peu plus récents malgré tout, qui datent du XVIe siècle, avec, selon les régions, des paysages, comme ici en bas à droite, des paysages très agroforestiers, comme là. Donc on connaît maintenant cette photo aussi, qui est prise à Nogent-le-Rotrou, donc dans la région centre, qui déborde un petit peu sur la Normandie. Vous voyez que c'est une photo aérienne de 1950, et voilà. Et donc là, on a des systèmes agroforestiers relativement diversifiés, avec des systèmes de bocage et d'alignement intraparcellaire. Bien entendu, quand on parle de système agroforestier, nous, en tout cas dans notre démarche, on a essayé d'englober tous les systèmes agroforestiers de France et d'outre-mer. Donc là, par exemple, vous avez quelques systèmes agroforestiers que j'ai illustrés avec quelques photos. Vous avez par exemple en bas à droite les pratiques de haies-vives qu'on peut trouver à La Réunion ou dans les différentes régions outre-mer. Vous avez les jardins créoles. Vous avez en bas à gauche, par exemple, la culture de vanille associée avec des arbres qu'on appelle les bois de couleur, voilà, qui est un système qui est très développé à la Réunion. En Guyane, en haut à droite, vous avez des systèmes qui ressemblent un peu à ce qu'on a au Brésil, donc avec des plantations un peu plus industrielles et des systèmes d'élevage, de zébus, entre autres. Au milieu, vous avez des associations de bananiers, palmiers, et puis en haut à gauche, vous avez les jardins créoles qui sont là, par contre, très représentés en fait dans les différentes régions, que ce soit Guyane, Martinique, Guadeloupe, et donc jusqu'à la Réunion. Alors, souvent, quand on discute avec nos collègues européens, on nous dit, oui, la France, vous êtes pionnier par rapport au développement de l'agroforesterie, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on revient également aussi de loin. C'est-à-dire que quand on fait les inventaires des systèmes traditionnels, des surfaces agroforestières qu'on a en France, finalement, on n'est pas à part pour le bocage, où ça représente un grand nombre de surfaces. Finalement, les surfaces sont très petites, parce qu'on a eu, depuis les années 50, vraiment un déboisement intensif de ces arbres ruraux qu'on avait dans les parcelles. Et quand on compare avec l'Espagne, par exemple, et la DSA, qui couvre 3,5 millions d'hectares, ça fait un peu rikiki. Donc effectivement, ça fait aussi partie de notre histoire. Effectivement, on revient de loin, et effectivement, on a essayé de trouver des solutions pour essayer de pallier un peu à ce déboisement de nos paysages agricoles. Et donc, c'est vrai qu'on a été à l'initiative de pas mal de mesures. Donc, la mesure de la subvention européenne, par exemple, à l'agroforesterie, elle est bien originaire de France, de nos travaux entre la recherche et les organismes de terrain. Alors, puisqu'on parle d'organismes de terrain, par exemple, ici, vous avez la carte d'une des deux associations qu'on a créées en 2007 en France, donc l'association française des arbres champêtres et des agroforesteries. Aujourd'hui, cette association contient 160 membres, organisations adhérentes au niveau de l'association. Chaque point, en fait, il faut s'imaginer, eh bien, c'est une structure qui plante des arbres, qui accompagne des projets, entre 10, 50, 100 projets chaque fois. Et donc ça vous donne un peu une idée de l'importance aujourd'hui du développement de l'agroforesterie, parce que derrière, eh bien, là maintenant, ça se chiffre à des millions d'arbres qui sont plantés année après année. Donc ça pose pas mal de questions en termes de développement et d'organisation en termes de réseau, dont on va discuter aujourd'hui. Et notamment, un des gros enjeux pour nous, c'est que
On a travaillé sur des systèmes types, que ce soit pour le bocage avec l'INRA de Rennes, par exemple, au niveau de la recherche, ou l'agroforesterie intraparcellaire avec l'INRA de Montpellier, mais également avec l'IRSTEA, enfin le CEMAGREF à l'époque, dans le Massif central ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, avec ce développement de l'agroforesterie, on a vraiment une diversité de projets. C'est-à-dire que les agriculteurs se sont bien appropriés le système et on a je dirais une complexification en fait, de ces projets qui ne ressemble pas toujours aux projets dont on a fait la promotion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'espèces végétales associées, on a des combinaisons d'arbustes et d'arbres, des choses comme ça. Donc ça pose pas mal de questions en termes de recherche, de développement, mais aussi en termes de réglementation, parce qu'on a beaucoup de projets de ce type-là qui finalement se retrouvent hors des clous par rapport aux réglementations, et effectivement ça c'est quelque chose qu'il faut encore travailler. Mais c'est ce qui fait aussi ce qui rend passionnant en fait notre métier, c'est de voir à quel point on a cette évolution et une évolution aussi rapide. L'arbre redevient donc une source de diversification. Donc on a beaucoup parlé du bois d'œuvre, de la biomasse, bois déchiqueté, bois énergie, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on redécouvre un petit peu toutes les facettes de la production d'un arbre, y compris au niveau des fleurs, des feuilles, du fourrage, des graines, etc. Avec des fonctions qu'on avait un petit peu oublié, ou en tout cas aussi des fonctions nouvelles, comme par exemple bien toute la filière de la chimie verte qui va offrir de nouvelles possibilités. Alors dans le RMT, on a essayé, donc, comme je disais, de travailler sur une typologie des systèmes, en adéquation avec la typologie qui est utilisée par exemple avec la PAC, avec le ministère, pour en faire véritablement aussi un outil de référencement statistique, pour avoir un inventaire correct de ce qui se passe sur le terrain, pour avoir une bonne photo donc de toutes les pratiques, de tous les projets qu'on a aujourd'hui en France. Donc en fait, on a fait quelque chose d'assez simple. On a couplé deux variables, une variable type de production et système arboré. Donc les types de production, c'est exactement les productions qu'on retrouve effectivement dans la déclaration PAC. Et puis dans les systèmes arborés, eh bien, vous avez les alignements discontinus, les haies, taillis, les forestiers OG intraparcellaires, les fruitiers avec les prés-vergers. Et puis on a également les bosquets et les peuplements forestiers. Et donc, voilà, la combinaison en fait, de ces deux variables nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne vue représentative. Donc, c'est quelque chose qu'on a testé auprès des partenaires du RMT, qui est aujourd'hui validé par les partenaires. Alors, ceci dit, on n'a toujours pas encore d'inventaire très fiable de ce qu'est l'agroforesterie aujourd'hui dans toute cette diversité. Les inventaires qu'on avait faits, c'était des inventaires réalisés dans le cadre de projets de recherche, le projet SAFE par exemple, de 2001 à 2005, coordonné par Christian et l'INRA de Montpellier, et puis après repris par le projet CASDAR 2006-2008 qu'Agrouf avait coordonné également. Aujourd'hui, cet inventaire n'a pas encore été actualisé. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Et donc, il y a un travail qui est en cours avec le ministère, notamment pour essayer d'aller un peu plus loin que ces chiffres qu'on vous donne, à la fois en termes de surface, mais de nombre d'agriculteurs impliqués, que ce soit pour les arbres de plein champ ou les arbres en bordure des champs, donc le bocage et les haies, qui aujourd'hui sont chiffrés à peu près à 500 000 km linéaires. Alors dans le RMT, on a créé une base de données également, donc pour essayer de recenser d'une part tous les projets expérimentaux, donc ça c'était la première chose, mais également tous les projets de démonstration, avec l'idée éventuellement d'ouvrir cette base de données également à tous les autres projets, les projets d'agriculteurs. Mais déjà on s'est focalisé sur les deux premiers systèmes, c'était déjà un gros travail. 27 partenaires ont participé à cette première base qui contient aujourd'hui à peu près 600 parcelles. Là-dedans, on trouve en fait les 120 parcelles expérimentales historiques qui ont été créées par l'INRA, donc les parcelles du réseau Appel donc en Occitanie, donc dans le cadre du projet entre l'INRA et le CRPF, les parcelles du CEMAGREF, IRSTEA, donc en Massif central et Pas-de-Calais, donc ça représente à peu près 40 et 10, donc ça fait une cinquantaine, entre 50 et 60 parcelles. Les parcelles du projet CASDAR 2006-2008 qui ont été mis en place avec le réseau Chambre et Agrouf, donc sur une vingtaine de départements, et puis toutes les nouvelles parcelles qui arrivent aujourd'hui. On peut citer par exemple la parcelle de Lusignan, dont on va peut-être parler aujourd'hui, donc avec le projet Oasis, la parcelle donc de la bergerie de Rambouillet, la bergerie de Villarceau, la salle Beauvais, donc tout ça, ce sont des projets pilotes qui associent plusieurs partenaires de recherche. Et puis à côté de ça, vous avez toute une série de petits projets, mais qui ont aussi à valeur expérimentale, dans le sens où il y a quelquefois des témoins agricoles, des témoins forestiers, qui nous permettent un peu de suivre ces parcelles et de comparer la performance de l'agroforesterie avec des systèmes de culture pure. Donc ça, c'est un projet voilà, qui est en cours. Et d'ici le mois de juin, à la fin de cette première phase du RMT,
Cette base sera en ligne et il y aura une possibilité de renseigner de nouvelles parcelles directement en ligne pour les différents partenaires qui le souhaiteraient, partenaires ou agriculteurs. Donc voilà, par exemple, ça c'est, tout à l'heure je n'ai pas cité, mais il y a aussi la parcelle dans la Drôme, donc le TAB, qui est coordonnée en fait par la Chambre d'agriculture de la Drôme avec l'INRA, notamment sur ce projet, donc qui associe donc des arbres fruitiers avec une grande culture. Voilà, typiquement le type de projet et le type de variables qui est renseigné. Donc ce sont des variables à minima, hein, c'est simplement qui est important pour nous de bien localiser ces projets, de dire avec qui travaille sur ces parcelles, quel type de projet a utilisé ces parcelles, quel type de données ont été produites. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce RMT. Et encore hier, on a travaillé sur les bases de données interactives, justement pour lier la base de données des sites géolocalisés avec une base de données documents ou annuaires, pour permettre d'avoir une bonne connexion entre ces bases de données. Voilà, donc je vais m'arrêter là. La grande question par rapport à cette diversité et ce nombre de projets croissants qu'on a en France nous pose quelques questions en termes d'accompagnement, et c'est un peu l'objectif, entre autres, de cette journée. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a peut-être 1000 projets agroforestiers, eh bien on a 1000 projets très différents les uns des autres. Et cette diversité, elle n'est pas facile à accompagner. On fait beaucoup d'erreurs, et pas simplement les agriculteurs, mais nous aussi, en tant que techniciens, on fait beaucoup d'erreurs. Et je pense déjà une des erreurs, c'est d'avoir des clivages dans notre approche, parce qu'en fait, encore une fois, on a tous les types d'agroforesterie. On n'a pas simplement de l'agriculture de conservation et de l'agriculture bio avec des arbres, mais on peut avoir différentes pratiques au sein des différents projets dans les différentes régions. Ça pose des questions en termes de partage d'outils, donc à mettre en commun. Ça pose la question en fait, du réseau, hein, qui est essentiel pour nous, parce que, en fait, encore une fois, l'agroforesterie, c'est quelque chose qui est sur du long terme. Donc forcément, ça ne va pas être la panacée ou la caractéristique d'une ou deux personnes. Ça va être vraiment, si on veut acquérir des connaissances qui soient suffisamment solides et fiables, c'est vraiment au travail de réseau qu'on pourra faire ça. Donc la question, c'est comment et avec quels moyens. Donc on va sans doute en discuter aujourd'hui. Une des erreurs, ça serait aussi, comme je montrais là, de photos, c'est de dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux que ce qui se faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Ce qui s'est fait il y a 20 ans ou 30 ans, ça correspondait, c'était dans un contexte bien particulier, avec des objectifs particuliers, avec un niveau de connaissance qui était celui qui était donc à cette époque-là. Et ces parcelles qui ont été mises en place, elles ont été précurseurs, et elles servent encore aujourd'hui au développement de l'agroforesterie, que ce soit au niveau recherche, en termes de démonstration. Et on sait très bien que quand on met en place une parcelle expérimentale, quand on réfléchit à un protocole, on n'a jamais un protocole qui est l'idéal. Il s'offre à nous en fait une diversité de protocoles, et on est obligé de faire des choix. Et voilà, donc que ce soit une approche analytique, une approche système, dans le choix des essences, des choses comme ça. Donc il y a des moments où il faut faire des choix, et forcément, on donne une priorité à un moment donné. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on tire les leçons du passé, ça nous paraît intéressant, mais peut-être que dans 20 ans, on va avoir un regard très critique sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, et ça, je crois qu'il faut avoir cette humilité-là, de ne pas de juger trop rapidement en fait toute cette histoire de l'agroforesterie. Et encore une fois, l'agroforesterie au sens charge, c'est-à-dire pas simplement l'intraparcellaire, mais aussi le bocage et les pré-vergers, les bosquets, enfin voilà, toutes les formes d'agroforesterie. Bien. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole au prochain. Oui, non, juste une question. Est-ce qu'on peut réellement faire une typologie ultra précise de l'agroforesterie ? Ça a l'air, d'après ce que je vois et à vous écouter, plus on cherche, plus on trouve de types d'agroforesterie, de types d'alignements, de regroupements d'arbres différents. Est-ce que déjà cette typologie elle est fixée ? Est-ce que tout est normalisé, formalisé ? Est-ce que pour établir cette typologie, il faut forcément du terrain, ou est-ce que le satellite peut suffire pour une approche globale ? Puis est-ce que vous avez les ressources suffisantes humaines en termes de connaissances du terrain, de connaissances des arbres, de botanique Alors cette typologie que j'ai présentée, elle a été validée par l'ensemble. Donc je crois qu'on est assez clair sur les types de formations arborées qu'on peut avoir, bosquet, pré-verger, etc. Mais après, sur le terrain, c'est vrai que quelquefois, la frontière entre les différents types n'est pas aussi claire. Mais bon, après, ceci dit, sur le terrain, c'est très facile quand même de faire la part des choses entre les systèmes. Et c'est des systèmes, effectivement, aujourd'hui, avec les outils informatiques, de carto,
oui, on arrive petit à petit, effectivement, à bien les discerner. Je pense que très rapidement, ces outils vont nous permettre d'avoir des inventaires assez précis, en fait. À quelle échelle? Une bonne carte, c'est à quelle échelle? Ça sera à l'échelle de la parcelle, D'accord. C'est-à-dire de l'ordre de l'hectare, quoi, en fait. Voilà. Je pense que ça va venir très vite, ça. Question piège, l'agroforesterie, vous la définiriez comment? Votre vision de l'agroforesterie? Il y a une première définition, c'est l'association arbre, culture ou animal sur une même parcelle sur une période donnée. Pour nous, en fait, ce qui est important, c'est les interactions entre l'arbre et la production animale. C'est-à-dire, dès qu'il y a une interaction agronomique, économique entre l'arbre et la production agricole, pour nous, c'est de l'agroforesterie. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a eu une discussion, les haies, est-ce que c'est de l'agroforesterie, pas de l'agroforesterie? Oui, bien sûr, c'est de l'agroforesterie, parce que forcément, il y a une interaction. Si on met des haies autour d'une parcelle qui a 20 hectares ou 5 hectares, il y a un impact sur le rendement de la culture. Donc, voilà. Ou sur le comportement animal ou les performances des animaux. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Merci pour cette transition que je n'ai pas à faire du coup. Merci, Fabien. Mais oui, voilà, il faut l'applaudir.